Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler du traumatisme. Le traumatisme, c'est une notion qui est à la fois connue de tous, mais qui est aussi compliquée à définir réellement à cause de l'aspect très vaste de cette notion. Donc, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à réfléchir à ce que représente pour vous le traumatisme. Si vous deviez expliquer ce que c'est via un exemple ou bien même une définition, comment est-ce que vous définiriez le traumatisme? Alors, avant de vous définir clairement ce que c'est que le traumatisme, je trouvais intéressant le fait de vous parler de son histoire. Depuis quand on parle de traumatisme? Depuis quand ça a été décrit ou bien vu par la première fois? Donc c'est assez ambivalent parce que, on a à la fois une description qui remonte à l'Antiquité, mais à la fois en faisant des recherches, on se rend compte que la réelle prise en considération du traumatisme tel qu'on l'entend nous actuellement au XXIe siècle, et bah, finalement ça remonte à il y a pas si longtemps que ça. Alors le traumatisme, ou du moins, sa gestion, remonte à l'Antiquité. Donc ce sont les Égyptiens et les Grecs qui ont commencé à décrire des symptômes qui étaient similaires à ceux que nous on peut décrire aujourd'hui. Donc il y avait par exemple des cauchemars, des flashbacks qui ont été repérés. Heu, Ils ont développé des méthodes, pour pallier à ça. C'était des méthodes avec l'utilisation de la prière, de la méditation. Et donc l'origine du mot, l'étymologie du mot traumatisme, elle est liée à, la notion de blessure. Et donc c'est cette atteinte au corps qui justifie son utilisation actuelle dans le domaine, médical. Et donc, c'est grâce à un neurologue qui s'appelle Charcot, qui est illustré dans le diaporama, et qui a écrit donc un ouvrage qui s'appelle donc Leçons sur les maladies du système nerveux. Dans cet ouvrage, il va commencer à initier le traumatisme dans le champ psychiatrique. Durant les siècles qui ont suivi, les traumatismes, ils ont été principalement associés aux guerres et aux batailles. Et c'est vraiment pendant la Première Guerre mondiale que le monde médical va essayer de comprendre et même de guérir le nombre important de soldats qui revenaient du front et qui souffraient alors de ce que l'on appelait le shell shock. Donc littéralement, la traduction signifie le choc dû à l'éclatement d'un obus, mais on appelait ça aussi le choc des tranchées. À cette époque-là, on pensait que le choc psychique, il était dû à la cause physique. Donc, en fait, techniquement, si les soldats souffraient psychiquement, c'était à cause de leurs blessures de guerre. Donc, cette théorie, elle a très rapidement été abandonnée parce que ils se sont rendus compte très rapidement que des soldats qui n'avaient pas subi de blessures physiques souffraient également du choc des tranchées. Et donc la Première Guerre mondiale, elle représente vraiment la première étape des études sur le traumatisme. Celle qui a développé la deuxième phase, c'est surtout la guerre du Vietnam, notamment avec des études qui ont été menées par une association des vétérans et qui a mené à la définition du trouble de stress post-traumatique, donc le TSPT, et qui démontre le lien entre TSPT et expérience de guerre. Seulement, pour que le TSPT soit officiellement reconnu comme un trouble de santé mentale, il va falloir attendre 1980. Finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est notamment l'action des mouvements féministes des années 1970 qui a contribué peu à peu à faire rentrer les recherches sur le traumatisme dans la sphère civile et domestique. En fait, les chercheurs en sont venus à la constatation qu'il y avait des femmes qui étaient victimes d'abus sexuels et de violences conjugales et qui souffraient du même syndrome que les vétérans du Vietnam. Et donc, c'est ce qui a amené aujourd'hui les traumatismes à ce qu'ils soient reconnus comme étant une question de santé publique majeure, dont l'objectif, bien sûr, c'est d'aider ces personnes qui sont touchées à surmonter ces épreuves. Alors, donc, il y a plusieurs types de traumatismes. Il y a trois grandes catégories. On a tout d'abord les traumatismes physiques. Donc, le traumatisme physique, c'est techniquement des blessures qui peuvent être causées par une chute, par exemple. Ça peut être une coupure aussi. Ensuite, on a la grande catégorie des traumatismes psychologiques. Donc ça va être vraiment lié à un événement qui va être violent, à par exemple une violence sexuelle. Pour finir, il y a ce que l'on appelle les traumatismes émotionnels. Donc ces traumatismes, ils sont plutôt causés par un licenciement, par une rupture amicale, ça peut être un divorce également. Donc nous, aujourd'hui,
On va parler du traumatisme qui est lié au traumatisme psychologique. Alors le traumatisme psychique, ou plutôt le psychotraumatisme, se définit comme un phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes afférentes à la survenue d'un événement agressant ou menaçant pour la vie ou pour l'intégrité physique ou psychique d'un individu qui est exposé comme victime, comme témoin ou comme acteur. Alors donc, cette définition, on la doit à Louis Kroc, qui est psychiatre et docteur en psychologie. Il est spécialisé des névroses de guerre. Donc cette définition, elle est longue, mais elle permet de donner des éléments qui sont quand même très clairs. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que avant toute chose, pour qu'il y ait traumatisme psychologique, il faut qu'il y ait eu un événement agressif ou bien menaçant pour la vie, donc qu'il soit psychique ou bien physique. Donc vraiment, il faut retenir cette notion de violence. Il faut vraiment à un moment donné que la personne ait senti que sa vie, elle a été mise en danger, menacée en tout cas. L'autre point qui est important aussi dans cette définition, c'est que on peut souffrir d'un psychotraumatisme, que l'on soit une victime, témoin ou acteur. Donc c'est-à-dire on peut aussi avoir assisté à la scène sans y avoir participé et pour autant souffrir d'un psychotraumatisme. Alors maintenant, si je vous dis entre trauma et traumatisme, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux mots? Et si oui, je vous invite en tout cas à réfléchir à quelle pourrait être cette différence. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que le terme traumatisme, il signifiait blessure. Il était issu, en tout cas, de cette signification. Et donc, ce terme, il a longtemps été destiné pour parler des blessures physiques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en médecine, les deux termes, ils sont employés comme synonyme, ou même comme contraction. On peut dire un traumatisme crânien, on peut dire un trauma crânien. Cependant, en langue française et en psychologie, trauma et traumatisme, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. En réalité, c'est en lien, mais il y a une différence qui est quand même assez marquée. Alors, trauma, ça fait référence à un événement ou à une expérience qui va être stressante. Donc, un traumatisme, par exemple émotionnel. Ça peut être un accident, ça peut être une violence, une agression, un abus, une guerre, une catastrophe naturelle. En fait, il faut que la situation, elle ait provoqué un stress intense. Donc le trauma, c'est vraiment l'événement en tant que tel. Le traumatisme, ça fait référence plutôt aux répercussions de cet événement ou bien de cette expérience sur la santé mentale et aussi sur la santé physique d'une personne. En fait, le traumatisme, c'est les répercussions, c'est les conséquences du trauma. Et ça peut inclure plusieurs symptômes, par exemple des flashbacks, des cauchemars, des crises d'angoisse, une dépression. Mais je vais vous détailler tout ça par la suite. En fait, il y a des éléments qui sont importants à prendre en compte. Et moi, j'aimerais bien revenir justement sur deux points très importants. On peut subir un trauma sans pour autant développer un traumatisme ou un psychotraumatisme. L'autre point important, c'est que même si le trauma il peut être commun à plusieurs personnes, par exemple une guerre, la réaction à un trauma, elle n'est pas la même pour tous les individus. Donc c'est-à-dire que certaines personnes, elles peuvent être plus à risque de développer un traumatisme en raison de facteurs qui lui sont propres, par exemple une histoire personnelle, ça peut être aussi une personnalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été abordé lors de la dernière conférence proposée par l'association. Finalement, on pourrait se demander, est-ce que le psychotraumatisme, c'est une réaction qui est normale, qui est due à un stress intense, ou est-ce que c'est une vraie pathologie? En réalité, c'est les deux. C'est-à-dire que la réaction de stress immédiat, elle se produit en fait à la suite de l'événement qui va être très violent. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est même adapté aux circonstances. Parce que, en l'occurrence, il s'agit d'un événement qui va être de courte durée. On va parler à ce moment-là de stress aigu. Et je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que cet état de stress aigu, cette réponse physiologique au trauma. Alors, lorsqu'il y a un trauma, la réaction immédiate, c'est-à-dire celle qui va s'ensuivre juste quelques secondes après, c'est ce qu'on appelle le stress aigu.
Donc, lorsqu'un individu il subit une agression, donc par exemple une violence, il va y avoir plusieurs aires cérébrales qui vont s'activer. Notamment, il va y avoir l'amygdale. Donc, l'amygdale, c'est une aire cérébrale qui va se déclencher et qui va faire un peu office d'alarme, alarme face au danger, pour que l'individu puisse y répondre de façon adaptée. Donc, il va avoir plusieurs manières de répondre à ça. Il va pouvoir lutter, il va pouvoir fuir, ou bien être un peu comme paralysé. Cette aire cérébrale, elle va déclencher la production d'hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. Et donc, ces hormones vont apporter à l'organisme du carburant. Ça apporte de l'énergie. Sauf que, comme toute alarme, par sécurité, cette amygdale ne s'éteint pas spontanément. Pour vous représenter les choses, on a peut-être tous chez soi un jour déclenché l'alarme incendie, le détecteur de fumée, à cause, par exemple, d'un plat qu'on avait laissé un peu trop longtemps sur le gaz. Donc ça nous crée une fumée assez compacte. L'alarme se met à sonner, on a beau essayer de chasser l'air, et d'ailleurs à la fin, il n'y a quasiment plus de fumée, et malgré tout, l'alarme continue quand même pendant un certain temps à sonner. Il n'y a pourtant plus de fumée et ça sonne. Et ben dans le cerveau, c'est un peu pareil. Et la seule chose qui peut faire éteindre cette alarme, c'est le cortex cérébral, c'est-à-dire le cerveau lui-même. Et grâce à ça, il a besoin en fait de représentations mentales. Il a besoin d'intégrer, d'analyser, de comprendre ce qui est en train d'arriver. Donc en situation de stress extrême, l'amygdale, qui reste toujours en alerte, elle va sécréter des taux d'hormones, donc d'adrénaline et de cortisol, qui vont être trop importants. En fait, tellement élevés que ça va en devenir toxique même pour le corps. En fait, il va avoir un risque vital au niveau cardiovasculaire à cause de l'adrénaline. Et ça peut être aussi un risque au niveau neurologique à cause du cortisol qui va atteindre les neurones. Donc, pour contrebalancer à cette montée d'hormones, le cerveau va produire des hormones qui sont appelées des hormones bloquantes. En fait, elles vont venir essayer d'annuler l'action de l'adrénaline et du cortisol. Seulement, le problème, c'est que ce trop-plein en fait, de sécrétion d'hormones, ça va venir comme créer une sorte de court-circuit. Et ce court-circuit, il va avoir un effet anesthésiant, un effet dissociant même. Une dissociation, c'est vraiment un trouble de la conscience qui va être lié à cette déconnexion du cerveau. Donc à un moment, l'individu ressent comme une sensation d'irréalité, une sensation d'étrangeté, comme un peu l'impression d'être spectateur de l'événement, comme dans un film. C'est généralement le genre de témoignages qui sont rapportés par des femmes notamment qui sont victimes de viols. Parfois, ces troubles vont venir s'installer dans la durée et de manière plus ou moins grave. Donc au départ, il s'agit de ce qu'on appelle l'état de stress aigu. Donc l'état de stress aigu, c'est un ensemble de symptômes qui va durer maximum un mois, l'exposition. Et si ça perdure au-delà d'un mois, alors dans ce cas-là, on va parler d'état de stress post-traumatique. Et donc l'état de stress post-traumatique, c'est une pathologie à part entière. Il s'agit en fait d'une pathologie psychiatrique qui concerne entre 6 à 10% de la population sur la durée de toute une vie. Elle est 2 fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, statistiquement parlant. Et elle est aussi très souvent associée à une dépression, mais aussi à des problèmes d'addiction liés à l'alcool ou à d'autres substances psychotropes. D'ailleurs, généralement, dans cette addiction à l'alcool ou aux psychotropes, les victimes rapportent de ressentir ce même effet un peu dissociant. L'alcool leur permettrait en tout cas de retrouver cet effet anesthésiant qu'elles peuvent avoir au moment du trauma. Donc, pour que vous compreniez réellement ce qui se passe dans le quotidien de ces personnes, je vais vous illustrer mes propos avec un exemple très concret. Alors donc on va prendre l'exemple que vous êtes chez vous, vous avez une alarme qui va détecter les mouvements, une alarme de sécurité. Vous l'activez, vous allez dormir. Alors que vous êtes en train de dormir, d'un coup, l'alarme elle se met à sonner.
Alors, vous vous réveillez en panique. Vous courez, effectivement, il y a un voleur. Vous réussissez à vous échapper, en courant même. Et au final, ce voleur, il finit par être arrêté, puis emprisonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous, pendant cet épisode, vous avez subi une effraction chez vous, qui vous a fait paniquer. C'est le trauma. Pourquoi paniquer? Parce que c'était pas normal, c'est pas dans la continuité des choses d'avoir chez soi un cambrioleur. Donc vous allez avoir une réaction. C'est-à-dire que vous allez avoir une montée d'adrénaline qui va vous faire courir le plus vite possible, afin de fuir. Toute cette réaction, elle est liée au stress aigu. À quel moment on rentre alors dans quelque chose de problématique? C'est quand l'alarme, elle va se remettre à sonner, mais à n'importe quel moment de la journée. Et en fait, quand elle sonne, vous allez réactiver toute la réaction de stress aigu que je viens de vous décrire. Donc, ça amène à la production de beaucoup d'énergie, mais pour rien, parce qu'il n'y a plus personne. Et donc, vous allez avoir beaucoup de symptômes qui vont être liés à ça, dont la dissociation. La dissociation que je vous ai décrite tout à l'heure. Et donc, à cause de cette dislocation, justement, les aires cérébrales, elles vont avoir des difficultés à se connecter. Et donc, les événements, ils vont pas réussir à être traités dans la mémoire classique, celle qui est dite épisodique, la mémoire des souvenirs. En fait, ça va conduire à la création d'une mémoire qui s'appelle la mémoire traumatique. Et c'est cette mémoire-là qui est à l'origine de tous les troubles psychotraumatiques. Cette mémoire traumatique, c'est un peu comme la mémoire émotionnelle, qui est un peu comme enquistée, bloquée par des traumatismes. C'est une mémoire qui est incontrôlable. Elle est un peu comme une sorte de mémoire fantôme qui vient errer n'importe quel moment de la journée. C'est une mémoire qui est hypersensible. En fait, elle est prête à se manifester avec de violentes reviviscences qui vont faire revivre à l'identique et avec la même intensité, la même détresse, l'événement traumatique. Elle peut se manifester très rapidement après les faits, mais aussi elle peut rester en veille pendant des mois et même pendant des années et ressurgir violemment à un moment où la personne ne s'y attend pas et ça vient tout fracasser dans la vie de la personne. Finalement, si je reprends mon exemple, les semaines passent et rien n'y fait. Vous continuez à entendre cette alarme qui dysfonctionne. Vous êtes épuisé. Et c'est ça, l'état de stress post-traumatique. Donc maintenant, on va parler concrètement des symptômes qui sont associés à l'état de stress post-traumatique. Donc je vous ai dit que l'état de stress post-traumatique, c'était une pathologie psychique, psychiatrique même, et qui est décrite dans le DSM, c'est-à-dire le livre qui répertorie les troubles mentaux. Donc, quand il y a un traumatisme, tout ne se passe pas que dans l'esprit. Physiquement, il peut y avoir aussi des traces visibles et qui peuvent être en lien d'ailleurs avec les aires cérébrales dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont actives lors de l'épisode de stress aigu. Alors là, vous vous questionnez sûrement sur la présence de l'animatrice Flavie Flamand sur ce diapo. Eh bien, en fait, c'est en 2016 que cette animatrice, donc Flavie Flamand, qui a souhaité passer une IRM cérébrale pour prouver justement qu'elle avait bien subi un traumatisme dans l'enfance. Donc, grâce à une IRM cérébrale, il est effectivement possible de détecter un traumatisme. Et ça, c'est notamment en comparant la taille réduite de l'hippocampe, qui est, pour rappel, une des aires de la mémoire. Et aussi, sur ce cliché IRM, on peut voir également la réduction des aires cérébrales, qui va être responsable de la régulation, de la gestion des émotions. Donc ça pourrait expliquer la difficulté de certaines victimes à se remémorer la scène traumatique. Donc en fait, dans l'image qui est tout en haut, vous voyez que donc dans les carrés, les encerclés rouges, il y a donc la taille des hippocampes qui est nettement réduite. Donc chez un sujet qui va être sain, donc ils sont à gauche, représentés à gauche, et vous voyez que lorsqu'un sujet a subi un traumatisme, eh bien la taille est légèrement réduite. Il y a une petite atrophie. Donc, quand on regarde de plus près les symptômes qui sont décrits dans le DSM, il est dit que les sujets présentaient de nombreux symptômes que je vais vous présenter. Alors les sujets peuvent présenter des souvenirs récurrents et involontaires qui sont pénibles et qui sont même envahissants de l'événement.
Également des rêves inquiétants et récurrents à propos de l'événement, donc ça se résume à des cauchemars. Des réactions dissociatives, dans lesquelles les patients ils ont l'impression de revivre le trauma. Un sentiment intense de stress psychologique ou physiologique quand un élément va rappeler l'événement. Donc ça peut être déclenché par exemple un son qui va rappeler l'événement, ça peut être un endroit, ça peut être également une personne. Également une incapacité persistante à vivre des émotions positives. Et ça peut être en lien justement avec l'aire cérébrale qui est en lien avec la gestion des émotions et qui est perturbée à la suite de ce stress intense. Également, l'altération du sens de la réalité, une incapacité finalement à se rappeler d'une partie importante de l'événement traumatique. On appelle ça une amnésie dissociative. Des efforts aussi pour éviter les souvenirs et les pensées, beaucoup d'évitement. Donc ça peut être les souvenirs, les pensées, mais ça peut être également des sujets, des lieux, une conversation, une activité, un objet, beaucoup d'évitement. Ça peut être également des troubles du sommeil. Ça peut être aussi une irritabilité ou bien un accès de colère. Beaucoup d'hypervigilance. Également des difficultés de concentration, des réponses aussi en sursaut qui peuvent être exagérées. Finalement, le trauma il se manifeste vraiment par une véritable prise de contrôle. C'est-à-dire que la personne, elle n'est plus en position de maîtrise par rapport à son expérience traumatique. C'est le trauma, plutôt, qui le possède. Donc, il y a un psychologue qui s'appelle Kaplan et qui a défini que l'événement possède l'individu sans que l'individu puisse parvenir à sa compréhension cognitive. Et c'est justement parce que le sujet ne sait pas ce qui lui est arrivé qu'il est possédé par ce qui lui est arrivé. Et tant que le sujet il n'aura pas intégré l'événement traumatique dans son histoire psychique, le trauma il va continuer de le hanter parce qu'il reste incompréhensible. Parce que le trauma ne se laisse ni oublier, ni réduire à l'état d'un simple souvenir qui va être intégré dans la mémoire classique, la mémoire épisodique. Finalement, l'événement traumatique, il va rester inachevé, inabouti même. Et il va se poursuivre, donc à sa manière. Ça va être dans des cauchemars, dans des flashbacks, mais aussi dans les autres symptômes que je viens de décrire précédemment. Donc je vais à présent vous dire un petit mot assez rapide sur le système des classifications des traumatismes qui a été développé par une psychologue qui s'appelle donc Léonore Terre dans les années 80. Donc elle a créé une typologie parce que d'après elle, selon le type de trauma, il peut exister différents types de traumatismes. Donc 2 en l'occurrence. Donc on a d'abord les traumatismes de type 1. Un traumatisme de type 1, c'est un événement qui va se produire et qui va être unique, qui va être intense. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être une violence sexuelle, ça peut être un acte de terrorisme. Donc ce type de traumatisme, il peut occasionner un trouble de stress post-traumatique. La personne cherche vraiment à avoir des explications par rapport à l'événement, tant il est soudain et massif. L'autre type de traumatisme, c'est le traumatisme de type 2. Donc, ce sont plutôt des événements qui vont être répétés, qui vont être prolongés. Ça peut être un abus physique ou même émotionnel durant l'enfance. Ça peut être des conflits domestiques. Ça peut être des conflits aussi liés à des guerres, par exemple. Donc, dans ce type de trauma, il y a une particularité. C'est celle que l'individu, il peut anticiper. Mais anticipation ne veut pas dire forcément une possibilité d'action. C'est-à-dire que généralement, ce sont des personnes qui sont quand même dans l'impuissance. Donc, dans ce cas, les individus doivent mettre en place des mécanismes que l'on appelle des mécanismes de défense, qui doivent être rigides contre cette réalité qui fait très peur. Et donc, il peut y avoir différents types de mécanismes de défense. On a par exemple le déni de la réalité, ou encore la dissociation que j'ai expliqué précédemment. Et donc, ces mécanismes de défense, ils vont venir complexifier le tableau clinique parce que ces personnes, en plus de souffrir du symptôme de stress post-traumatique, on va également observer chez eux une dysrégulation émotionnelle, mais ça peut être aussi des symptômes dissociatifs très marqués, beaucoup d'évitement.
Donc je vais maintenant aborder, la manière de prendre en charge le traumatisme, et donc on va commencer par la présentation de l'EMDR. Alors l'EMDR, c'est un type de thérapie qui va aider les personnes à surmonter les traumatismes en utilisant des mouvements oculaires, ou ça peut être également un stimuli auditif pour aider, les souvenirs qui sont bloqués de l'événement traumatique. Donc l'EMDR, ça a été montré comme étant une thérapie très efficace pour traiter les troubles de stress post-traumatique. Donc en fait, l'EMDR utilise un principe qui est celui des mouvements oculaires rapides et bilatéraux pour aider les patients à réintégrer dans un processus les souvenirs traumatiques. Le principe de base, c'est que les souvenirs traumatiques, ils sont stockés de manière inadéquate dans le cerveau. Et ils sont stockés au mauvais endroit. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit de la mémoire traumatique. Et ces mouvements qui vont être oculaires et rapides, ils vont permettre de débloquer ces souvenirs et de les réintégrer de manière un peu plus normale dans un processus de mémoire à long terme. Il y a ensuite les thérapies comportementales et cognitives, donc plus communément les TCC. C'est une forme de thérapie qui va aider les personnes à comprendre les pensées, les émotions et les comportements qui sont liés à leur traumatisme. En fait, elle va permettre de changer ces schémas de pensée. Ça va permettre également de changer ces schémas d'émotions et de comportements qui sont inadaptés. On a également le débriefing. Le débriefing, c'est une forme de thérapie qui vise à aider les personnes qui ont vécu un traumatisme et un événement traumatique à gérer les émotions et les réactions physiques également qui sont associées. Elle est souvent utilisée dans des situations d'urgence. Ça peut être des grands accidents collectifs, ça peut être des actes de violence, des catastrophes naturelles par exemple, pour aider et pour aider et soutenir les répercussions qui peuvent être liées au traumatisme. Donc le débriefing qui se déroule en plusieurs séances et généralement ça s'effectue en groupe. Donc il y a vraiment une dynamique groupale qui est mise en place où chaque participant est invité à parler de ses propres réactions de l'événement, donc y compris les émotions, les pensées, les sensations physiques qu'il a pu ressentir. Et les participants sont encouragés à se soutenir mutuellement et à partager des stratégies pour gérer justement ces réactions émotionnelles et physiques. Elles se déroulent généralement en plusieurs séances. Il existe aussi des médicaments, la voie médicamenteuse, donc notamment avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, qui peuvent aider à soulager la dépression et l'anxiété. Il peut y avoir également des somnifères qui, eux, peuvent aider à améliorer le sommeil. Il peut y avoir également des médicaments qui peuvent être prescrits, comme des bêta-bloquants. Eux, ils peuvent aider à réduire l'hypervigilance et la réactivité émotionnelle. Cependant, c'est important de noter que ces médicaments, ils doivent être prescrits absolument par un médecin et surtout surveillés par le médecin. Donc il doit y avoir un suivi. Il y a encore plusieurs autres prises en charge, mais là je vous ai cité celles qui étaient très souvent utilisées dans ce genre de situation. Cependant, c'est important de préciser qu'il n'y a pas un traitement unique. Il n'y a pas un traitement qui existe et qui conviendrait à tout le monde. Chaque personne, elle vit un traumatisme différent, chaque personne réagit également différemment à ce traumatisme, et c'est pour ça que la prise en charge, elle doit être personnalisée, elle doit être personnalisée et elle doit être aussi dédiée et même adaptée aux patients. C'est aussi important de rappeler que la guérison d'un traumatisme, ça prend du temps. Il y a un facteur de temps qui est très important également à prendre en compte, c'est qu'on ne guérit pas d'un traumatisme en quelques jours. Également, la guérison, elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'elle est parfois, et même très souvent, en dents de scie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes de vie où on se sent très bien, on se sent même limite un peu détaché de cet événement. Il peut y avoir des moments où on replonge complètement dans le traumatisme et les symptômes qui sont associés. Ça peut être même parfois présent au sein de la journée. Il peut y avoir des moments où, dans la journée, on va se sentir très très mal et d'autres où on va se sentir un petit peu mieux. Donc avant d'aborder la guérison, je vais d'abord faire un petit tour rapide sur le traumatisme chez l'enfant. Alors, bien qu'il y ait de ressemblances avec l'adulte, le traumatisme chez l'enfant peut présenter des différences, et ça sur plusieurs aspects. Et ça s'explique notamment avec l'âge. Donc les traumatismes, ils peuvent avoir plusieurs conséquences
qui peuvent être importantes sur le développement, notamment des enfants. Et donc, c'est pour ça que quand je vous parle d'âge, c'est surtout parce que les enfants sont susceptibles de réagir différemment à un traumatisme en raison de leur niveau de développement cognitif et émotionnel qui est différent. Donc, le processus donc, de trauma à l'état de stress post-traumatique que je vous ai décrit tout à l'heure et tous les symptômes qui sont associés, ils sont identiques, ça quel que soit l'âge. Cependant, l'enfant, il aura cette particularité de ne pas réussir à traduire ses ressentis. C'est-à-dire qu'il aura des sentiments de honte, il aura des sentiments de culpabilité, il aura une estime de soi qui sera totalement dégradée, mais il aura cette difficulté à l'exprimer. Et donc, de façon plus ou moins consciente, l'enfant, il va développer de l'hypervigilance et même de l'évitement pour limiter les risques de la réactivation de cette mémoire traumatique qui l'effraie. Et tant que l'enfant n'est pas rassuré, tant qu'il n'est pas protégé et que ses troubles ne sont pas compris, il ne va pas avoir d'autre solution que de continuer de fonctionner avec ces stratégies dissociantes. Et finalement, la non-reconnaissance des troubles post-traumatiques et la non-reconnaissance de cette mémoire traumatique conduit à des troubles durables et particulièrement même dommageables pour son développement. En grandissant, ça risque de devenir même un risque vital. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur cette information, c'est que on peut avoir tendance à croire qu'un enfant finira par grandir et oublier. On peut croire également que on aperçoit que l'enfant continue de jouer, continue ses activités, donc c'est qu'il n'est pas si traumatisé que ça. En réalité, l'enfant peut souffrir, et généralement l'enfant souffre à la suite d'un traumatisme. Donc il faut bien retenir cette notion-là, c'est qu'il est en incapacité parfois de l'exprimer. Alors du coup, comment le repérer? Il y a plusieurs signes qui peuvent laisser penser en tout cas qu'un enfant a souffert d'un traumatisme ou souffre d'un traumatisme. Alors, il peut y avoir des troubles du développement psychomoteur, il peut y avoir des troubles cognitifs qui sont liés à des difficultés scolaires, des troubles de l'apprentissage par exemple, des problèmes d'attention, de concentration. Donc, généralement, quand un enfant présente d'un coup une baisse de résultats scolaires, quand un enfant présente un changement d'attitude au niveau de l'école, généralement c'est un signe d'alerte. L'enfant peut aussi avoir des troubles relationnels, donc avec un grand isolement, une grande timidité, une mauvaise estime de soi. Il y a des enfants aussi qui peuvent développer ce qu'on appelle un mutisme parfois aussi sélectif, c'est-à-dire qu'ils vont être dans l'incapacité de s'exprimer quand ils sont en présence de personnes étrangères. Ils sont dans la capacité de le faire, cognitivement parlant, mais c'est juste qu'ils n'arrivent plus à avoir accès à la parole. Ça peut être également des troubles anxio-dépressifs, ou alors aussi des troubles du comportement alimentaire, donc techniquement des TCA, une boulimie, une anorexie. Des troubles du comportement sexuel. Ça peut être également des troubles psychocorporels, donc une dysmorphophobie par exemple. Il peut également y avoir des troubles du sommeil, avec une énurésie, par exemple le pipi au lit. Il peut également y avoir beaucoup de troubles du comportement. Généralement, c'est très souvent observable, une agressivité, un isolement, une conduite à risque, même parfois des conduites délinquantes et violentes envers soi-même ou envers autrui. Donc, il y a des enfants traumatisés qui finissent par faire des tentatives de suicide ou même parfois se suicident. Finalement, les enfants, ils ont aussi besoin de traitement parce que, comme les adultes, ils peuvent avoir des difficultés et surtout, ils peuvent avoir besoin d'aide. Donc maintenant, on va aborder la dernière partie de cette conférence, c'est-à-dire l'étape du rétablissement. Alors donc nous, en psychologie, on appelle plutôt ça la résilience, et c'est d'ailleurs un terme dont on entend de plus en plus parler. La notion de résilience, elle est apparue au départ dans le domaine de la physique et de l'industrie. Alors là, on se questionne peut-être en se demandant quel est le rapport avec la psychologie. Eh bien, initialement, c'était un phénomène qui a été décrit pour parler de la capacité des métaux à résister au choc. Et son apparition dans le domaine de la psychologie, elle est due à des auteurs, comme par exemple le neurologue Boris Cyrulnik, qui est donc présenté à gauche de ce diaporama, ou encore ça peut être le docteur psychiatre Delage. Il y a également le psychologue Koch qui a beaucoup traité de cette notion de la résilience. Et donc la résilience, elle est décrite comme étant la capacité d'un individu, ça peut être aussi une communauté ou même un système entier, à faire face au stress et aux perturbations qui sont associées à ce stress. Également à s'adapter et à se rétablir
après un événement qui va être difficile ou après une grande crise. Et donc Boris Cyrulnik donne la définition suivante. Il s'agit donc de la capacité à réussir à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d'une adversité, qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative. Donc elle peut être développée à travers des facteurs dits de protection. Ça peut être des ressources personnelles comme la personnalité, l'identité, mais également des ressources extérieures sur lesquelles les personnes peuvent s'appuyer. Ça peut être la famille, des amis, un travail, un animal de compagnie. Il y a un deuxième concept qui est intéressant, c'est celui qui est développé par Taleb, donc présenté à droite de ce diaporama, et c'est le système d'antifragilité. Alors, il a décrit, lui, donc, des systèmes qui s'améliorent ou se renforcent quand ils vont être soumis à des stress ou à des perturbations. Et donc, ces systèmes antifragiles, ils vont être contraires aux systèmes fragiles qui, eux, se détériorent ou se brisent lorsqu'ils sont soumis à de la pression. Et il les met également en opposition aux systèmes robustes qui, eux, vont résister aux perturbations, mais ne se trouvent pas améliorés. Donc Taleb, il a appliqué cette notion à différents types de domaines. Ça a été la finance, ça a été également dans des systèmes de technologie ou même politiques. Donc cette notion, elle peut être facilement applicable dans les domaines dans lesquels elles ont été présentées, donc la finance, la technologie, les systèmes politiques, la gestion des risques, les réglementations. Cependant, en psychologie, elle peut être plus difficile à aborder en pratique auprès des patients. C'est-à-dire que je pense que notamment lié à l'étymologie, le mot fragilité, ça renvoie à une connotation qui est négative et qui peut développer davantage le sentiment de culpabilité des personnes qui subiront ou qui subissent un traumatisme et qui auraient des difficultés à se relever justement de ce traumatisme. Donc on en arrive à la fin de cette conférence. J'espère qu'elle a été bénéfique et que vous avez pu apprendre des choses à propos de cette grosse notion qui est le traumatisme. Je vous remercie pour votre écoute.